There's Blake to Roy. This is for the win. Drexler. Oh, no! It counts, and Drexler. The Portland Trailblazers select Damian Lillard. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! Good! And the Blazers win the series for the first time in 14 years! Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Recast. Et on aurait espéré vous retrouver pour une nouvelle preview des playoffs. Ce sera finalement un podcast plutôt bilan de la saison des Blazers après leur défaite au premier tour des playoffs 4-2 face à Denver. Et pour revenir sur cette série qui aura été accrochée, mais qui n'a donc pas tourné en la faveur de Portland, on a effectué une rotation par rapport à la preview. D'abord, j'accueille avec moi Julien. Comment vas-tu ? Salut Lilian, salut Enzo. Content de vous retrouver pour ce Recast. Et voilà, vous l'aurez compris, pour nous accompagner, il y aura Enzo. Il aurait aimé s'enflammer sur un affrontement Dame Dolla versus CP3. Et au lieu de ça, il va se contenter d'un départ. Ça t'ira, Enzo, ou quand même déçu ? Vachement déçu sur le coup, hein, je vais pas mentir, mais non, on s'en remet petit à petit. Il y a eu du temps pour passer, pour digérer, et des petites rumeurs qui vont avec, qui vont nous calmer, pas du tout. Mais voilà, tout va bien sinon. Et voilà, on va donc revenir ensemble sur cette série perdue par les Blazers face aux Nuggets. Mais voilà, tu l'as un tout petit peu mentionné, on parlera aussi de la fin d'une ère à Portland, puisque Terry Stotts ne sera plus sur le banc l'an prochain. Un programme bien épais donc, où, à mon avis, il y a quelques balles perdues qui vont se perdre dans ce podcast. Mais bon, on verra ça. Avant ça, comme toujours, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant sur YouTube et les différentes plateformes de podcast, de nous laisser un commentaire. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns la dernière fois, donc on vous remercie. En attendant, on y va pour cet épisode point final de la saison 2020-2021 des Blazers. Et avant de revenir sur la série en elle-même, messieurs, j'aimerais savoir, et nos auditeurs certainement sont aussi curieux, quelle était votre pensée initiale sur cette série et quelle était l'issue que vous aviez imaginée en votre fort intérieur, sachant que dans le podcast précédent, le podcast preview, donc, on avait tous donné les Blazers gagnants, que ce soit Romain, Adrien ou moi-même. Alors, c'était plus ou moins difficilement. Donc, je compte sur vous. Pas de mensonges, messieurs. Et on va commencer avec toi, Enzo. Quel était ton pronostic au début de la série ? Moi, c'était un 4-2 clair et net et très accroché. Je voyais genre peut-être un match qu'on perdait en blowout et sinon le reste où on tenait de fou. Ou justement, comme le disait Lilian, comme le disait Adrien la dernière fois, où on était sur une bonne dynamique. Le collectif était en train de se connaître, Powell était dans des conditions incroyables, Lillard était en train de se mettre en jambes, Nurkic revenait en mode patron de la défense, tout commençait à rouler sur la fin de saison et pas du tout, du coup ouais, un peu déçu de ce qui s'est passé parce que du coup les quelques failles qu'on avait trouvées tout au long de la saison ont explosé au grand jour dans la série face à un collectif bien mieux huilé, un coaching bien plus pointu et MVP en puissance. Donc, ouais, très déçu du supporting cast autour de Lillard, surtout. Pas de Lillard en soi, mais ouais, très déçu du collectif. Toi aussi, Julien, tu avais donné gagnant les Blazers ? Alors, moi, ouais, j'avais donné gagnant les Blazers. J'avais mis 4-3, parce que pour moi, c'était sûr qu'on allait se faire ouvrir par Jokic. Enfin, le mec est trop fort pour notre secteur intérieur, donc c'était sûr qu'il allait régner dans la peinture. Mais bon, je sais pas, quand en face, quand t'as ta ligne arrière qui est absente, je me suis dit, bon, ça va le faire quand même. Normalement, au niveau des forces en présence, normalement, on était au-dessus. Mais bon, visiblement, ça n'a pas suffi. Et bon, nous voilà déjà en vacances. Et c'est vrai qu'en revoyant ce que disaient les previews, notamment celles en France, on avait l'impression, je ne sais pas, vous allez me dire si vous l'avez ressenti aussi comme ça, j'avais l'impression que dans la vie générale, on donnait un peu les Blazers gagnants, mais quand je regardais au final les pronostics à la fin de chaque preview, et ben souvent c'était Denver qui remontait en tant que gagnant. J'ai l'impression qu'au final, on ne croyait pas en Portland. Ils ont eu raison au final et on se disait que la force collective de Denver allait faire la différence. Vous aviez eu aussi cette impression ou pas forcément ?
Personnellement, j'ai eu l'impression d'un petit revers de bâton de l'année 2019, où en soi, déjà, on perd contre ceux contre qui on avait gagné finalement. Ça va Denver qui, eux, prennent leur revanche. Et juste derrière ça, non, je me souviens que pour OKC, comme pour Denver, tout le monde au début de la série donnait l'équipe adverse gagnante, justement. Ils ne donnaient jamais les Blazers. Et là, pour une fois, on était donné gagnant par, en tout cas, j'avais l'impression, beaucoup de gens. Et on s'est fait rétamer. Donc, est-ce qu'il faut être outsider et être donné perdant pour finalement devenir underdog et gagner la série? J'en sais rien. Mais ouais, ça nous a pas réussi. Blazers toujours meilleurs dans l'ombre. Et donc, on va pouvoir enchaîner. Alors, pour cet épisode, j'ai décidé qu'on ne reviendrait pas un à un sur chaque match de la série. Ça n'aurait pas grand intérêt. Et si vous voulez revoir le scénario de ces rencontres, on vous invite à aller sur le site blazers.fr pour relire ou revoir un peu le déroulé précis de ces matchs. Mais juste avant, je vais quand même vous remettre en tête un peu le scénario de la série avec des Blazers qui avaient commencé de la meilleure des manières en s'imposant dans le Colorado, donc dans le Game 1. Par la suite, Denver a enlevé les deux rencontres suivantes sans trop de contestation. Il y avait notamment eu un gros match d'Austin Rivers qui avait pris feu dans le quatrième quart-temps du Game 3. Dans le match suivant, Portland se reprend et gagne malgré un Lillard à 1/10 au tir. Et c'était quelque chose qu'on avait… un match où Portland gagne avec Lillard à 10 points, ce n'était plus arrivé depuis 2015. Donc, c'était un mini-événement. Et donc, il y avait égalité 2-2. Et comme souvent, derrière, le match 5 a été un tournant. Et il y a eu les 55 points de Damian Lillard, certainement l'une de ses plus grosses perfs en playoff. Mais au final, une défaite au bout de 2 prolongations qui a certainement fait mal dans les têtes, puisque derrière, Portland s'incline au Game 6. Donc, je voulais vous proposer, messieurs, un peu comme la dernière fois lors du podcast preview où on avait donné les clés de la série, mais cette fois, on va revenir sur ces clés de série a posteriori, après avoir vu la série. Elles ont un peu changé, mais il y a certains aspects, vous allez voir, qu'on avait identifiés la dernière fois avec Adrien et Romain qui sont encore là. Et je l'ai dit donc, le Game 5 a certainement joué dans l'issue finale de la série. Et justement, Julien, toi, tu voulais revenir dessus. Un match que les Blazers avaient perdu 147-140 après 2 prolongations. Donc. Ouais, le scénario du Game 5, on le connaît tous, il est terrible parce que à la limite que tu perdes, j'ai envie de dire, tu prends un blowout, tu dis voilà, tu te fais rétamer, tu joues ton match, tu peux à la limite switch. Je pense que tu peux switcher plus facilement sur le Game 6 et revenir à le couteau entre les dents. Et là, tu perds au terme de 2 prolongations, tu as ton meilleur joueur, je pense qu'il fait le meilleur match de sa carrière, Lillard. Il y a une perte de balle, il shoot à 70%, il fait un 55-10, je crois. En plus, il y a de l'interception, il y a du contre, il y a tout. Normalement, tu es censé gagner ce match-là, il n'y a pas d'autre issue possible. Et non, tu le perds et tu le vois en conférence de presse après avec Lillard. Le mec, il est abattu. Alors, ok, il dit, parce que c'est quand même un bon communicant, il dit oui, on sera prêt pour le match 6, on tourne la page et tout, mais tu vois bien qu'il est déphasé, il sort le match de sa carrière et ça ne suffit pas. Donc, je pense que oui, plus que la défaite en elle-même, je pense que le scénario, à mon avis, a dû tuer les Blazers mentalement, quoi. Mais justement, je te relance là-dessus, Enzo. Est-ce que ça n'aurait pas dû motiver tout le reste du collectif? Parce qu'on l'a dit, Lillard inscrit ses 55 points, mais tout le reste des autres joueurs fait un match très moyen, si ce n'est mauvais. On pense à CJ McCollum, on pense à Youssouf Nurkic. Est-ce que justement, on n'aurait pas pu attendre une rébellion de ces joueurs-là pour aider leur superstar? Tu le disais, le supporting cast a failli dans cette série et on l'a vu à la fois dans le Game 5, mais à la fois dans la réaction qu'on aurait pu espérer qui n'est pas venu au Game 6. Alors, on s'y attendait tous. Tous ceux qui ont commenté le match 5 et la perf incroyable de Lillard ont commenté en disant qu'il devait y avoir une réaction après, de la part du collectif. Même si Jay l'a dit derrière, il a dit « Je m'en veux terriblement d'avoir failli à la tâche de soutenir mon ami, mon comparse. » Alors qu'il fait un match incroyable, comme l'a dit Julien, c'est un des meilleurs matchs de sa carrière, il n'y a aucun doute possible. Et on s'est perdu sur des actions si bêtes, le pied dehors de CJ ou les dunks ratés de Rocco alors qu'il tente un peu de fioriture. Enfin, ça se joue à si peu de choses et finalement tout le monde à part Lillard était à blâmer. Et du coup, on devait s'attendre à une réaction. Le souci, c'est que il n'y a plus de réaction et deux, le leader ne peut pas reproduire cette perf indéfiniment. Il était
je vais pas dire cramé, mais il était abattu, il a pris un coup de massue incroyable. Et du coup, la domination n'était plus aussi nette. Et c'en est super dommage, en vrai, parce on est à rien. Et c'est si bête sur des petites actions et le fait que le collectif ne sait pas suivre son leader sur un match, voire même la série entière. Et justement, tu parles de ce collectif, c'est l'une de tes clés de la série qui a failli. Est-ce que tu peux l'approfondir? Notamment, voilà, on pense à, tu l'as dit, CJ McCollum, Yusuf Nurkic, Norman Powell, mais même l'ensemble du collectif, même les joueurs qui n'ont pas joué, j'ai envie de dire, ont, comment dire, une sorte de responsabilité parce qu'ils n'ont pas été capables d'être efficients sur un terrain en playoff. Est-ce que voilà, tu peux approfondir ce point-là? Bah, on affronte c'était l'une des clés de la série, je sais plus si c'était Romain ou Adrien ou même toi qui le disais au dernier podcast, mais c'était l'un des arguments de la série où c'était l'affrontement entre un collectif qui se connaît très bien mais qui n'a que des petits talents contre un autre effectif qui finalement n'a plus tellement d'autres armes que le talent individuel de chacun. Et du coup, c'était là qu'on devait voir justement là le coaching était important et on a failli. Mais quand on compare ne serait-ce que poste par poste, on était censé être gagnant. Et même sur le banc, on était censé être gagnant et leur collectif en fait est bien plus huilé, bien plus homogène et bien plus se connaît bien plus tout simplement. Et les perfs individuels de chacun ne suffisaient pas. Donc il y a ouais, à part un Melo qui a été en dents de scie, donc à aligner certaines bonnes perfs avec des perfs catastrophiques. Moi j'ai noté Anthony Simons par exemple que j'ai trouvé intéressant, mais après je ne suis pas très objectif. Mais voilà. Robert Covington qui j'ai vu il a fait de bonnes stats, mais je l'ai pas trouvé si impactant que ça. Powell très décevant à part sur le game 3 si je ne dis pas de bêtises. 4 pardon. Et oui voilà exact, c'est à la maison. Où d'ailleurs tout le public scande son nom. McCollum totalement ailleurs, Nurkic qui je trouve se défend mais sans plus. Enfin, en fait voilà, et on trouve des excuses à chacun et c'est dommage parce qu'on ne devrait pas le faire face à un effectif qui manque 2 ou 3 de leurs joueurs majeurs. Et justement, on parle beaucoup de Lillard sur cette série et c'est donc le souci justement. Tu mentionnais ces Game 4 où Norman Powell fait une grosse partie avec 11 sur 15 au tir. Yusuf Nurkic, c'est également très bon. Et on peut dire que c'est ça qui a manqué, Julien, aux Blazers. C'est le fait que Lillard et les Blazers n'ont pas pu s'appuyer, à part sur ce match-là, sur leur force, j'ai pas envie de dire leur force collective, mais leur puissance de feu, justement. C'est ce qu'on vantait dans la preview. Le fait que ça peut dégainer de partout avec CJ, avec Norman Powell, avec même Melo sur le banc. Et au final, c'est pas vraiment ce qui s'est passé tout au long de la série. Ouais, bah ouais, t'as jamais senti une osmose collective sur cette série, quoi. C'était toujours, il y en avait un qui brillait, mais s'il y en avait un qui brillait, l'autre n'était pas bon à côté. Donc, bah, c'était compliqué, quoi. Mais après, sur le match où Powell faire 11 sur 15 et où Lillard Davis, on gagne quand même de large, de 20 points. Donc, il n'y a que sur ce match-là où même si Lillard n'était pas dedans, on arrive quand même à se sortir largement vainqueur de ce match. Mais oui, ça a été toujours en dents de scie, tu as toujours un qui faiblissait, bah, c'est galère, quoi. Face à un collectif comme Denver, bah, qui est, comme l'a dit Enzo, qui est huilé, tout le monde sait ce qu'il a à faire et tout autour de Jokic, bah, c'est compliqué, quoi. Voilà, et pour ma part, la clé de la série, auquel on s'attendait, je pense, un peu tous, je l'ai noté ainsi, c'est la non-capacité à pouvoir pénaliser les faiblesses des Nuggets. Alors, je m'explique. Je pense qu'il y a plusieurs éléments, et donc ça, c'est relatif au coaching, au plan de jeu, j'ai envie de dire. On savait qu'il y avait des faiblesses béantes, j'ai envie de dire, chez les Nuggets qu'on n'a pas su appuyer. Je pense notamment à quelque chose qui aurait pu grandement nous aider. C'est le fait de cibler beaucoup plus Nikola Jokic sur les pick and roll. Portland est une équipe qui s'appuie énormément sur le pick and roll, mais on s'est appuyé sur le pick and roll surtout pour Lillard pour shooter en sortie de dribble et pour les autres shooters également, mais pas forcément pour aller chercher des fautes. On a vu par moments Yusuf Nurkic qui a bien malmené Nikola Jokic en défense, en ayant des bons passages, notamment offensivement. Mais au-delà de Nikola Jokic, je trouve qu'on aurait pu exploiter plus facilement les failles défensives de joueurs comme Michael Porter Jr., comme le backcourt également des Nuggets, Facundo Campazzo, Monte Morris.
Austin Rivers, qui n'auront été loin d'être mauvais. On reviendra sur eux un peu plus tard. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment des secteurs du jeu où on aurait pu exploiter des faiblesses chez les Nuggets. Et en fait, on est resté dans les schémas de jeu traditionnels de Portland, qui est resté tout simplement dans ces schémas sans s'adapter à l'adversaire qu'il y avait en face. Et c'est ce qui fait la différence en playoff. On l'a vu, il y a eu quelques adaptations chez Mike Malone, par exemple mettre Aaron Gordon sur Damian Lillard, ça a par moment marché. Voilà, il y a eu plusieurs choses et moi, c'est vraiment ce manque d'adaptation qui m'a frustré. Je ne sais pas qui veut réagir sur ce point. Je suppose que vous avez des choses à Justement, dire. je Enzo. poursuis sur ce que tu dis. Pour moi, c'est un combo entre un manque de coaching évident, voilà, qui est dû à la partie 2 de ce podcast. Mais on a un manque d'adaptativité, sur le terrain avec Stotts, qui, je me souviens plus à quel match c'était, mais laisse Kanter en défense sur Jokic beaucoup trop longtemps, avant de se rendre compte que Rondé Jefferson peut être intéressant, et finalement ne le laisse que quelques minutes. Enfin, il s'est pas adapté assez vite. Il a mis beaucoup trop de temps à s'en rendre compte. Il a mis, je dirais, 2 matchs peut-être. Et c'est ce qu'on redoutait. C'est ce qu'on mettait Et au-delà en de ça, avant. même ouais, voilà, c'est ça. C'est compliqué. Et au-delà de ça, justement, tu parles des faiblesses qu'on n'a pas réussi à exploiter sur leurs joueurs. Moi, je trouve que justement, on les a sous-estimés. Dans le sens où je pensais vraiment qu'on allait défoncer les lignes arrière parce que notre backcourt était tout simplement meilleur sur le papier. Et finalement, en fait, Campazzo était très bon. Austin Rivers a planté des daggers assommants. On n'a jamais vu ça. Montemoris a été très bon aussi. Michael Porter Jr., même s'il défend pas superbement, qu'il fait quelques fautes, bah, il est long. il arrive à porter l'attaque tout seul en soi. Je sais pas, on s'est fait avoir, même Campazzo, voilà, qui est malin, qui arrive à avoir des interceptions, qui arrive à provoquer des fautes offensives. Même Gordon, tu vois, tu parles du pick and roll avec Jokic. Gordon arrivait en aide défensive et on était bloqué parce qu'on joue un peu solo et avec des passes évidentes. Et ouais, il y avait pas de plan de jeu. C'était jouer pour jouer. Mais justement, au-delà des joueurs qui ont surperformé ou pas chez les Nuggets, parce que voilà, tu l'as dit, on les a peut-être sous-estimés dans certains secteurs du jeu. Est-ce que, Julien, tu n'as pas une frustration je reviens sur le fait de ne pas avoir réussi à cibler Nikola Jokic en défense? Parce que de l'autre côté, les Nuggets, eux, ont su très bien le faire sur Jusuf Nurkic qui ne finit pas 4 ou 3 rencontres. Enfin bref, c'est 3 matchs. 3 matchs, donc la moitié des matchs de la série, qui ne les finit pas sur le parquet à cause de ses fautes. Est-ce que chez toi, ce n'est pas une frustration de ne jamais avoir eu Nikola Jokic en danger ou que son coach ait besoin de temps en temps de le remettre sur le banc parce qu'il avait ce danger de faute ou parce qu'il était un petit peu ciblé dans la série, alors qu'on avait des atouts avec Nurkic, on l'a vu, qui pouvait de temps en temps, à certains rares moments, prendre l'ascendant sur le Serbe. Ah, mais voilà, c'est ça le problème, parce que tu dis on n'a pas réussi à exploiter les faiblesses, par exemple, de Jokic. Le problème, c'est quand Nurkic il posait ses écrans, il faisait des fautes offensives et il se pénalisait. C'est limite nous qui nous pénalisions, donc c'était terrible. C'est pour ça, on se retrouvait, comme disait Enzo, on se retrouvait avec Kanter. Kanter, pendant 10 minutes, il prend la soupe par Jokic. Donc c'est tellement frustrant. Ouais, Nurkic, il m'a énervé à un point, c'est incroyable. Le match 5, à la mi-temps, il a une faute. Tu dis, c'est bien, il gère ses fautes. Le troisième quart-temps, il prend 3 fautes en je sais pas combien de temps. Tu dis, vas-y, je sais pas, fais un effort, fais attention. Tu sais que derrière toi, c'est Kanter. Tu sais que si tu sors dans le secteur intérieur, on va se faire défoncer. Donc fais attention avec tes fautes offensives. Mais voilà, il termine avec 3 matchs sur 6, donc avec 6 fautes. Et le dernier match, pareil, il termine avec 5 fautes. Il fait pas attention. Alors ça peut être aussi un problème d'entente avec Lillard sur les poses d'écran et tout. Mais c'est quand même récurrent chez Nurkic. Il fait pas gaffe. Il se fait avoir sur des fautes bêtes. Et puis à répétition, il va prendre 3-4 fautes en 5 minutes. Et c'est frustrant, quoi. Et surtout que, je le disais, quitte à rester dans ces schémas, par exemple, on parlait de Kanter qui a un tout petit peu joué au début de la série. Mais par exemple, moi, ce qui me frustrait, c'est qu'il mettait Kanter sur le terrain. Tu le disais, voilà, il jouait 10 minutes, mais il ne voyait pas la balle en attaque. Donc, à quoi ça sert de mettre Kanter sur le terrain s'il ne voit pas la balle en attaque? Ça, c'est le genre de choses qui me frustre. Quitte à avoir tes idées, certes, tu peux les avoir, elles sont contestables,
Mais au moins, joue-les à 100% et donne-lui quelques ballons au poste. Et ça se trouve, il aurait pu provoquer des fautes à Nikola Jokic, on ne sait pas. Après, on a vu dans la série que les deux coachs faisaient coïncider les temps de jeu des deux, de Jusuf Nurkic et Nikola Jokic. Dès qu'un sortait, l'autre sortait. Bon, c'était plutôt Terry Stotts qui s'adaptait au fait que Nikola Jokic sorte, on est d'accord. Mais voilà. Voilà, on peut passer justement au peut-être. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait des clés de la série qu'on avait identifiées. On en a parlé là. Mais il y a également des éléments, et je voulais revenir dessus, qu'on avait, et tu l'as un tout petit peu mentionné en suspens, Enzo, qu'on avait sous-estimé. Et il y a notamment, voilà, tu parlais des. Bah, t'en parlais, je te redonne la main, Julien. Toi, tu as sous-estimé les problèmes de faute de Nurkic. Alors, explique-nous ça. Est-ce que tu pensais que peut-être en play-off, le Bosnien allait mieux contrôler ses émotions? C'est ça que tu pensais au début de la série? Ouais, être plus concentré, mieux contrôler ses émotions. Enfin, comme je disais, t'as Kantar derrière toi, donc tu sais que t'as pas le droit à l'erreur, tu dois gérer tes fautes. Et enfin, j'ai pas le total des fautes offensives, défensives, mais enfin, si tu me dis que c'est 50-50, je serais même pas surpris. Il y a tellement de fautes offensives bêtes sur des pauses d'écran, sur des trucs tout cons. Tu te dis, mais putain, Et sur s'ils des se crient des roublardises jokers. de Jokic aussi. Ouais, enfin, ils se crient des jokers pour rien. Alors, le seul match, un des seuls matchs où il a pas de problème de faute, c'est au match 4, où le collectif est au rendez-vous. Et bah oui, bah là, tu vois tout de suite la différence. Il harcèle Jokic au poste, il va l'embêter. Il est quand même, ils se font à peu près le même gabarit, mais t'en as un qui est quand même beaucoup plus musculeux, qui est quand même beaucoup plus physique. Donc c'est là, c'est intéressant. Mais bon, enfin, il s'est pénalisé lui-même et il a pénalisé en même temps son équipe avec ses fautes toutes bêtes. Match 5, il revient sur le terrain avec ses 4 fautes. Il prend 2 fautes en 2 minutes, un sur un dunk qu'il peut jamais contrer. Enfin, ouais, c'est tellement frustrant. Ça m'a énervé. Le match 5, il m'a rendu fou, très clairement. Toi aussi, Enzo, qu'est-ce que tu as à dire sur le Boston Beast qui n'a pu contenir sa fougue et du coup qui a du coup fortement pénalisé son équipe? Moi, en prime abord, en vrai, j'ai pas. C'est-à-dire que je trouve des excuses. En soi, hormis les fautes Oula, je offensives suis où curieux de t'entendre. pareil, Dis-nous les vraiment excuses j'ai tout pour cassé. Nurkic. Mais moi, vraiment, j'arrive à lui trouver des excuses en soi où, tout simplement, il affronte le MVP. Un joueur très crafty, très malin, qui arrive à très bien jouer de son corps, de ses mouvements, qui en plus est MVP. Du coup, c'est bête à dire, mais du coup, il est une star plus grande que Nurkic et parvient à tirer des calls sur lui. Du coup, le problème de faute, il peut très vite être joué. Et comme l'a dit Julien, en vrai, quand il est dedans dans son match, on voit il est capable de, je dirais pas stopper sur une série, mais en tout cas sur un match, il a rendu la vie dure à Jokic, à tel point que le CERP a eu le pire match statistique de sa carrière, le pire plus-minus de sa carrière, défendu par Nurkic, ce qui était incroyable. Mais pour moi, oui, le fait, comme le dit Julien, au final, je le rejoins. C'est juste que je lui trouve un peu plus d'excuses, mais euh, je suis d'accord sur le fait qu'il savait que derrière il y avait Kanter, qu'il n'y avait pas de défense, qu'il aurait dû rester dans son match. S'il ne sait pas contrôler ses émotions, c'est un gros souci. Mais il aurait dû rester dans son match, ne pas la moindre faute, je le vois encore pleurer à Stotts en demandant de faire un review et finalement on voit tous à la vidéo qu'il y a une énorme faute et voilà. Enfin, il est pas objectif. Il est dominé par la colère et par l'instant présent. Et du coup, voilà, ça le frustre, ça nous frustre et ça plombe le match. Mais quand il est dedans, ça marchait, ça marchait. C'est ça qui Il est y a, d'autant plus frustrant. attends, il y a Et quand même, excuse-moi, Lilian, il y a quand même 3 matchs sur 6 où il dépasse pas les 30 minutes, quoi. C'est pas possible. Pour moi, Ah oui, c'est catastrophique. pour moi, c'est le deuxième joueur le plus important du collectif derrière Lillard. Enfin, on parle pas de McCollum. Et enfin, je sais pas, tu dépasses pas les 30 minutes, c'est pas sérieux. Enfin, au bout d'un moment, Oui, non, mais même, tout simplement d'avoir contrôle-toi. la stat de en 6 matchs, tu sors 3 fois pour 6 fautes, Ouais, c'est pas possible. c'est terrible, c'est terrible. Je suis d'accord. c'est surtout, voilà, comme le disait Julien, c'est quand on voit les fautes. Moi, j'ai en souvenir, c'était à Denver, je ne saurais plus quel match c'est. Je crois que c'est le Game 5 qui va en 2 prolongations où il fait une faute sur un écran, je ne sais plus, où il défend un écran et il fait une faute stupide où il pousse un peu Jokic. Et sur la possession suivante, mais tout de suite après, il essaye d'aller contrer Aaron Gordon qui a déjà limite les 2 mains dans l'arceau pour dunker. Et c'est là où je me dis, mais
c'est là où on voit que Nurkic, voilà, il est très émotionnel et il était frustré lui-même et il a voulu se faire justice. Il a voulu se faire justice et c'est pas comme ça que ça marche. Et pour, voilà, comme le disait Julien, si moi, Nurkic, il sort pour 6 fautes sur tir sur Jokic, bon, je dis OK, l'autre est trop fort, il essaye de défendre, mais il n'arrive pas. Mais quand, voilà, 50% de tes fautes, elles sont soit loin du ballon, soit elles sont en phase offensive, soit elles ne sont même pas sur une tentative de tir, c'est là où je trouve que c'est dommage et que voilà, c'est là où tous les progrès sont encore à faire pour Jusuf Nurkic pour qu'il soit un pivot impactant en playoff. Après, on le rappelle, il n'a pas joué non plus énormément de séries qui comptent en playoff, donc c'était aussi difficile pour lui. Il n'en a pas joué beaucoup. Il joue une face à un joueur qui est le MVP de la saison. Donc, c'est sûr, c'était forcément compliqué. En soi, dans compliqué toutes pour ces lui. séries, il a toujours eu un match-up incroyable, hein. Il se tape, enfin, en tout cas chez nous, il s'est tapé une fois Anthony Davis des Pélicans, qu'il a rétamé. Il s'est tapé une fois contre Anthony Davis des Lakers, qui lui a fait très mal. Et là, il se tape contre le MVP Jokic, qui lui a fait très mal. Il n'a pas eu les seules séries où il aurait pu dominer. Il était blessé, il n'était pas là. Et en vrai, c'est frustrant, mais pour moi, c'est là que je vois qu'on n'a pas vu un plein potentiel. À chaque fois, il a toujours eu une match-up vraiment compliquée et d'avance, on savait qu'il allait prendre la sauce. C'est sûr, c'est sûr. Et Enzo, tu vas garder la main parce que dans le conducteur, donc du coup, que tu as rempli sur les éléments que tu avais sous-estimés. Alors, je suis curieux d'avoir tes arguments là-dessus parce que tu parles du manque d'adaptation de l'effectif et c'est pourtant quelque chose que j'aurais pensé qu'on aurait pu entrevoir au début de la série, mais toi, ce n'était pas forcément ton cas. C'est tout d'abord, ouais, je veux pas faire de teaser sur ce qu'on va faire, mais c'est tout d'abord le coaching. Le coaching qui, sur le papier, avant comme après la série, on savait, on a su ce qui allait se passer. Et ça s'est passé, mais on aurait pu le millimétrer et écrire ce qui se passait. C'est très dommage parce que en vérité, je pensais que l'effectif en soi aurait pu être un peu plus intelligent. Les joueurs auraient pu être plus intelligents et briller un peu plus sans avoir besoin du coaching. On a vu toute la saison qu'ils ont. On se répète un peu, mais on a très fortes individualités qui en fait ne matchent pas parce qu'il n'y a pas de cohésion dans le vestiaire, et avec il n'y a pas de système, il y a rien qui va. Et du coup, quand on voit par exemple un Robert Covington qui très honnêtement pourrait faire All Offensive Team, et finalement il ne sera même pas considéré parce qu'il est dans une équipe qui est 29e défense. Pourtant, il est très efficace et il est très bon. Norman Powell peut clairement prétendre à ça et est très bon en attaque. Nurkic défend bien, CJ attaque très bien, Lillard, n'en parlons pas. On a que de très fortes individualités et je pensais qu'elles auraient été un chouïa plus intelligentes, un chouïa plus malignes pour s'adapter face à leur match-up. Et ne pas. Pour moi, c'était un peu. Nurkic en est l'exemple, mais tous ont été un peu énervés ou frustrés ou ont voulu briller par quelque chose qu'ils ne contrôlaient pas. Tout simplement, je repense au pas en arrière de CJ où il touche la ligne, qui en soi ne rajoute rien, mais du coup, il nous fait perdre le match là-dessus. Ou Robert Covington, qui justement, sur ce même match, veut abattre Dotomar, mais fait une fioriture où il élève le bras, et alors qu'il aurait pu juste la mettre ou faire un lay-up ou n'importe. Mais voilà, je sais pas, on a trop voulu briller par nos individualités, et du coup, tout le monde a voulu se rehausser, ou je sais pas. Je saurais pas expliquer, mais c'est ce qui m'a vraiment frustré au plus haut point. Le Game 5 en est l'exemple parfait. Toi aussi, Julien, tu regrettes ce manque d'adaptivité, non pas du coaching, mais des joueurs en eux-mêmes qui n'ont pas su parfois peut-être prendre les décisions au bon moment pour justement faire la différence dans certains matchs. C'est compliqué quand même. Ouais, après, Parce voilà, qu'on a quand même des sur joueurs on a quand même des joueurs, ce que je veux dire par là, qui ont du vécu et qui auraient peut-être pu parfois, de par eux-mêmes, trouver les solutions. Alors, je dis pas que voilà, ça aurait changé toute la série, bien sûr que non. Mais sur certains points, on aurait peut-être voulu voir d'autres choses, comme je disais, essayer de pénaliser Jokic sur le pick and roll. Ça, c'est une initiative que Lillard peut faire. Dire à Nurkic, on va faire que du pick and roll, je vais essayer que de servir.
On l'a vu, mais peut-être pas assez. Ouais, mais dans ce cas-là, Terry Stotts, il sert à quoi? Il ramène juste ses serviettes. Il fait quoi s'il peut pas faire un plan de jeu? Je sais pas. Parce qu'il faisait autre chose. Enfin, dans ce cas-là, nous, on se met coach et voilà, on dit au mec, ouais, vas-y, adaptez-vous. Ben non, le coach, ok, s'il voit que ça marche pas tellement, c'est à lui de dire, bon, les gars, vous voyez bien que c'est Jokic en face, faites le pick and roll, pick and roll, pick and roll, vous allez le sanctionner, puis voilà. Enfin, c'est compliqué, je trouve, de tomber sur les joueurs. Oui, ils ont failli, hein, très clairement. Le collectif a failli. Mais bon, tu peux pas tout mettre sur la responsabilité des joueurs. Tu vois. Alors que je me rattrape, je mets pas évidemment tout, mais Ouais. c'est vraiment là sur ce point où j'en attendais plus en fait. Tu vois, par exemple, comme l'a dit Lilian, on a des joueurs qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience et qui en fait sont pas, tu vois, Bah, t'as pas. ils ont tous fait plusieurs années, tu vois. Genre Powell, il est champion et il y a qu'un seul match où il brille et le reste, Ouais, c'est mais. vraiment coup-ci coup-ça. CJ, on s'attendait tous à une revanche face à Denver et finalement pied sur la ligne. Enfin voilà, tu vois, il y a plein d'exemples où ça frustre, c'est cata. Après, Powell, il est champion, il est bout de banque, je crois, Powell, quand il est champion. Ok. Il est 6e homme, je crois, ouais. Mais ouais, Ah c'est oui, dans ouais, ce cas-là. je suis un peu dur sur le bout de banque. Non, 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 Là, t'inquiète. il a Ouais, fais pas. gaffe, Il a... les fans des Raptors vont nous Ils vont nous Non, tomber non, dessus. je suis Ah, dur, vous je suis avez dur. garé, hein. C'est bon. Non, mais je veux dire, oui, c'est clair que t'as pas j'ai envie pareil aussi, c'est dur, mais t'as pas un cerveau, un général comme Chris Paul qui dit, bon les gars, tac, là ça va pas, ça part en couille, on fait ça. Une sorte ouais, de deuxième coach sur le terrain. Et Lillard, bah, très clairement, il s'est amélioré dans le QI, dans la distribution et tout. Mais c'est pas non plus un général à la Chris Paul, tu vois, par exemple. Donc bah, tu fais avec ce que tu as. Et dans ce cas-là, si tu n'as pas ce coach qui est ce second coach qui est sur le terrain, bah, c'est à Stotts de faire, le boulot, quoi. Lillard wanted to clear everything out. He's got Porter Jr. on him. 5 left in the game. Lillard fading away the 3. He got it! Damian Lillard ties it up. Steps back, fires, banks it in again. Oh my goodness. Et pour terminer sur ces aspects de la série qu'on avait peut-être sous-estimés, je voudrais parler, messieurs, du niveau de jeu des arrières des Nuggets qui, pour ma part, et vous allez me le dire si c'est aussi votre cas, que j'avais donc grandement sous-estimé, que ce soit Facundo, alors peut-être pas hein, Facundo Campazzo, on en avait quand même parlé comme potentiel facteur X dans la preview, mais Austin Rivers, on en avait un tout petit peu parlé, mais je ne pensais pas qu'il serait à un niveau tel. Sur la série, il tourne à 10 points, mais surtout 45% à 3 points avec 5 tentatives, ce qui n'est clairement jamais arrivé dans sa carrière. Mais surtout, et lui, pour le coup, on n'en avait vraiment pas beaucoup parlé, parce que, je vous l'avoue, je l'avais un petit peu oublié. C'est Monte Morris qui tourne à 15 points sur la série. 15 points, 5 passes, 1,5 interceptions. Enfin bref, il est monté en puissance tout au long des 6 matchs. Est-ce que vous aussi, messieurs, vous aviez sous-estimé ces arrières des Nuggets qui ont finalement quand même su répondre à ceux de Portland, notamment en plus, il y a le fait que CJ McCollum n'a pas forcément été au niveau All-Star auquel il doit normalement prétendre, et ce qui fait qu'au final, l'avantage que devaient avoir les Blazers sur le backcourt n'a pas été aussi grand qu'on aurait pu l'imaginer. Ouais, bah, je pense que oui, on a tous un peu sous-estimé. Quand tu vois sur le papier Lillard McCollum d'un côté et Rivers Campazzo de l'autre, bah, tu rigoles, quoi. Tu dis, bon, ouais, c'est bon, ouais. Ça va tourner limite à 60 points de moyenne pour la traction arrière des Blazers. Et voilà, ils pourront rien faire en face. Ils pourraient mettre Monte Morris, Campazzo, Rivers. Normalement, tu domines clairement ta match-up. Mais bon, après, bah, visiblement, quand tu joues autour de Nurkic, autour de Jokic, tu arrives à te sublimer. Donc, Austin Rivers s'est transformé en Damian Lillard de temps en carton. Et d'autant qu'on peut le dire, on ne l'a pas forcément mentionné, là, Jokic a beaucoup dominé dans le scoring cette série. Mais les Blazers, voilà, on a parlé de manque d'adaptation, mais il y en avait quand même une. C'était le fait de vraiment laisser Jokic scorer, mais de bloquer sa transmission vers les autres joueurs de son effectif. Je sais pas sa moyenne de passes sur la série. En tout cas, elle est beaucoup plus faible qu'en saison régulière. Et au final,
ces joueurs-là, même sans être servis par Nikola Jokic, ils ont quand même réussi à contribuer. Justement, on en parlait, Austin Rivers qui met 4 ou 5 tirs à 3 points dans le Game 3, c'est lui tout seul qui les inscrit. Monte Morris, il y a plusieurs pénétrations, plusieurs drives, plusieurs moments dans la série où c'est vraiment lui qui prend, on va dire, la balle en main et qui inscrit des points pour son équipe. Et c'est vraiment, on n'avait pas sous-estimé le fait que les joueurs des Nuggets peuvent mettre des tirs. Ils avaient beaucoup de shooters, mais c'est cet aspect-là, le fait que de par eux-mêmes, de par leur propre initiative, ils pouvaient inscrire des points, Enzo. Non, c'est vrai, on s'attendait plus à des grosses perfs, des plus gros noms en fait, tout simplement, des Jokic, des MPJ, peut-être d'Aaron Gordon ou quoi. Campazzo, moi sincèrement, je le voyais pas vraiment comme pas comme un scoreur, mais voilà, je le voyais plus comme quelqu'un un peu teigneux, un peu en mode Patrick Beverley, tu vois, en mode grosse défense et puis et des passes derrière et voilà et même Montemoris, moi, qui m'a vraiment surpris aussi derrière, mais non, moi, c'est comme tu l'as dit, c'est Austin Rivers. Je sais pas si ma mémoire me joue des tours, mais en vrai, j'ai l'impression que après le moment où il marque ses gros tirs dans le match 3 ou 4 ou 5, je sais plus, bah après, même les matchs d'après, il nous plombe à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. Il est très bon à 3 points et ça nous tue. Preuve que notre défense, c'est un vrai gruyère. En vrai, c'est terrible que ce serait dire que sur sa charme, mais putain, c'est que contre Portland qu'on relance des carrières comme ça, quoi. C'est terrible. Mais bon, dire qu'on les a sous-estimés, c'est vraiment un euphémisme, en vrai. Est-ce que vous pensez que c'est les joueurs qui ont élevé leur niveau ou c'est que justement tu le disais un peu, est-ce que c'est la défense des Blazers qui les a un peu laissés prendre feu et confiance? Il y a peut-être un petit peu des deux dans dans la réponse, mais votre avis sur ça? Bah, il y a les deux. Ouais, Il y a les oui, deux il y a les parce deux. qu'ils ont un très bon collectif qui sait jouer avec Jokic quand il peut les servir comme il faut et derrière bah juste ils se connaissent, ils arrivent à trouver des ajustements et des systèmes pour nous contrer et contrer une défense très très Nul. j'allais dire aléatoire mais ouais nul, voilà, elle est prévisible de fou. Donc en vrai les failles se voient même sans le coach et non, tout simplement c'est tout s'imbriquer en fait, c'est des dominos. Le bon effectif a entraîné le fait qu'ils sont chauds, mais du coup dans leur moment chaud, ils imbriquent le reste de l'effectif et ils trouvent de plus grosses ouvertures et voilà et du coup on a pris l'eau de plus en plus au fil de la série. Enfin, c'est sûr, hein, quand tu en défense, je pense vraiment à McCollum, si on chauffe bien, on peut marquer des points dessus, hein, McCollum, hein, très clairement. Si on s'échauffe bien, il y a moyen qu'on puisse se scorer un Ah, peu, tu t'es vois. dur, Julien. Non, Après, mais ça se trouve, tu joues peut-être en Jeep Elite et on le sait pas. Hein, mais... ouais, je fais du foot de base, donc ouais, t'inquiète. Mais non, mais quand t'as une traction arrière, donc ouais, c'est censé briller offensivement, Lillard McCollum, mais bon, défensivement, on sait aussi à quel point ça peut être très compliqué, quoi. Donc ouais, bah, les mecs, il suffit qu'ils en mettent un ou deux shoots, et puis bon, bah voilà, les mecs, ça reste des joueurs NBA, ils ont quand même un talent naturel, une fois que tu prends la confiance, bah, ça peut aller vite, quoi. Et pour répondre à ton interrogation, Lilian, Jokic, il a 4,5 passes sur la série. Donc ouais, effectivement, c'est largement au-dessus de ses standards, quoi. Ils ont quand même réussi à faire performer leurs autres joueurs. Voilà, même un joueur comme Michael Porter Jr., on n'en a pas parlé, mais qui a eu ses bons moments dans la série, notamment c'est c'est le dernier match où il a inscrit ses 6 premiers tirs du match qui sont tous à 3 points, je crois. Donc voilà, vraiment, Denver, on se méfiait de ce collectif bien huilé. Il n'a pas été si bien huilé que ça parce que Jokic n'a pas pu forcément distribuer comme il le voulait. Mais le collectif a quand même su répondre présent au final. Alors, messieurs, maintenant, si vous le voulez bien, on va faire un petit peu un conseil de classe de nos Blazers. Alors, forcément, ça va forcément être influencé par ce qu'on a vu là en playoff. On ne va pas se le cacher. On va distribuer des félicitations et des avertissements pour un ou plusieurs joueurs de Portland. Et on va commencer avec toi, Enzo, parce que c'est un joueur dont on n'a pas beaucoup parlé, qui a eu son petit apport dans la série. Et toi, tu voulais le féliciter. Moi je voulais féliciter pour changer Anthony Simons qui stupeur. je trouve a été et ouais, là ouais, tout le monde est choqué, tout le monde est au sol. Mais non, c'est vraiment j'étais très satisfait de cette série. Je m'attendais à ce qu'ils prennent un peu plus l'eau et un peu plus les huées, tout simplement, qu'ils
il baisse de son état de forme de fin de saison, où il était très très bon à 3 points. Je sais plus, il tape dans le top 10 pourcentage à 3 points de la ligue, si je dis pas de bêtises. Donc non, pour moi, il a été assez efficace. Malheureusement, un peu trop peu de minutes. Oula, trop peu de minutes, pardon. Mais normal, devant toi, t'es en série serrée et t'es derrière Lillard et McCollum. Et enfin, trop peu de minutes, trop peu de tirs tentés finalement, parce que la balle n'arrive pas toujours sur lui. Mais quand il les a, et il réussit, même ses drives, j'ai trouvé intéressant. Et pas tant de fautes que ça, pas tant d'erreurs tout simplement. Tu vois, j'ai juste trouvé son jeu intéressant et ça m'a plu de le voir dans la continuité de sa saison et de se dire que on pourrait compter un peu plus sur lui sur l'avenir. C'est vrai qu'il n'a pas été aussi pénalisant qu'il peut l'être parfois, qu'on peut le voir en régulière. Et oui, tu disais, j'ai bien aimé quand tu as corrigé le fait que c'est peut-être qu'il n'a pas pris assez de tirs, parce que oui, je trouvais il a quand même joué de belles minutes. À un moment, il joue, Oui, il joue a eu des minutes, 23. je suis navré. Il doit être à une moyenne de 18, donc ce qui est en playoff pour un backup meneur est quand même déjà bien. Surtout quand tu joues derrière, Ouais, il a 18, c'est ça. quand tu joues derrière Lillard. Donc c'est vrai, il n'a pas été pénalisant. Après, pour le coup, si Nurkic faisait face à un des meilleurs intérieurs de la ligue, lui, il n'est pas forcément face au meilleur meneur de la ligue qui pouvait le pénaliser à chaque fois. Donc je pondérais cela comme cela, mais voilà, je l'ai souvent critiqué cette saison. Rien que le fait qu'il ne soit pas négatif en playoffs est déjà une belle étape de franchie pour le coup, pour sa part. Toi, Julien, tu voulais féliciter des joueurs sur les ailes. Dis-nous tout. Ouais, donc c'est saison plus playoff ou juste playoff? Alors, c'est saison plus playoff, forcément. Là, on est un peu biaisé Ouais. Euh, par le moment, mais oui, tu peux nous dire saison plus playoff. donc ouais, moi je trouve que Robert Covington, malgré ses 2 dunks ratés au match 5, je trouve qu'il fait il a fait son taf cette saison, quoi. Je pense très clairement, il est arrivé important. On lui a dit bon tu vas défendre et puis tu vas rester dans le corner et dès que tu auras la balle, tu devras mettre des 3. Et il a 38%, je crois. Il fait une de ses meilleures moyennes en carrière. Donc, enfin, Alors que les pour moi, il a fait premières son semaines taf sont et désastreuses à vraiment, 3 points. voilà, exact. Première semaine, il met pas un tir. Tu dis, oh putain, la vache, on aurait peut-être dû garder le pic. On s'est encore fait enfler. Et non, et au final, pour moi, il arrive quand même à faire. Il a relevé son niveau et putain, il y a quand même par moments où il était vachement abandonné défensivement et le mec arrivait quand même à s'en tirer. Donc, non, pour moi, Covington a tenu son statut et au même titre que Carmelo Anthony dans son rôle en sortie de banc en mode scoreur, quoi. Voilà, il a porté ses 12-13 points. Donc oui, alors c'est très irrégulier Carmelo Anthony, hein. Quand il décide de ne pas mettre dedans, c'est pire qu'un poids mort, quoi, parce que de l'autre côté, en défense, c'est ultra compliqué. Et donc s'il met pas ses shoots en 1 contre 1, c'est une misère, c'est un poids. Mais bon, oui, il a quand même fait son taf avec ses 40% à 3 points. Donc, non, moi je suis assez content de Carmelo Anthony et je serais pas spécialement contre. Là, il est en fin de contrat. Je serais pas spécialement contre s'il reste du côté de Portland l'année prochaine. Peut-être pour rajouter juste un mot sur Robert Covington, c'est vrai que je l'ai trouvé aussi bon dans la série, mais peut-être que ça a manqué d'un impact fort à un moment qu'il pouvait parfois avoir en saison régulière, des actions décisives en fin de match. Il les a pas forcément eu, mais comme tu le dis, il était un peu abandonné en défense, donc difficile en même temps de lui en vouloir sur ce point. Donc voilà, et puis Carmelo Anthony, voilà, il est fidèle à lui-même. Il a plutôt été bon sur la série. Il a eu ses petits moments, mais voilà, on sait aussi les faiblesses récurrentes qui incombent à son jeu. Donc voilà, mais je trouve que les félicitations sont méritées pour ces deux joueurs. Et moi, je me suis vraiment pas cassé la tête. J'ai choisi Damian Lillard parce que encore une fois, je ne sais pas si c'est la saison un peu définition du fait de porter une équipe sur ses épaules, mais en tout cas, ça fait clairement partie du top 3. Il a été très bon toute la saison, peut-être pas sa meilleure saison régulière, mais bon, ça fait partie du gratin. Et puis là, en playoff, il a encore essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour faire passer un cap à son équipe et ça passe pas. Et plus les années passent, et plus c'est frustrant. On en parlera encore un tout petit peu à la fin, mais
Il fait je l'ai dit, une de ses meilleures, si ce n'est la meilleure performance en playoff de sa carrière. 55 points, 12 sur 17 à 3 points. Enfin bref, on avait perdu le Game 5, mais le lendemain, on ne parlait que de Lillard. Alors ça devait être très frustrant pour les fans des Nuggets, à mon avis, parce que franchement, on voyait Lillard partout, partout. Et voilà, je voulais lui attribuer les félicitations pour à la fois son niveau de jeu, l'état d'esprit qui est le sien. Je lui adresse pas les félicitations pour ses choix de coaching, mais ça, on en reparlera bien plus tard. Mais voilà, je ne sais pas si vous aviez un mot à rajouter, à faire l'éloge de Damien Lillard. Chez Kenzo, tu as toujours tu emploies toujours les bons mots pour qualifier notamment les grandes performances. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur la saison de Dame Dollar. Bah, moi, je lui dirais simplement merci, parce que sans lui, bah, on le dit chaque année, mais en vrai, sans lui, mais on est si loin du top 8, mais si loin. On n'a pas grand chose, hein. Et c'est lui qui, en fait, nous rend notre saison vraiment plus belle qu'elle ne devrait l'être. En vrai, sans lui, tellement de highlights en moins, tout simplement, et même de joueurs marquants dans la franchise, à part, il y a eu qui? Il y a eu Gary Trent Jr., il y a eu un moment de Norman Powell, CJ en début de saison, et voilà, et après le reste, c'est vraiment, ça fluctue, c'est beaucoup trop aléatoire. Donc non, lui, bah, comme on l'a vu en playoff, c'est le seul joueur sur lequel on peut vraiment compter. Et merci pour ça. Et incroyable leader. Son dos doit être, c'est le bossu de Notre-Dame maintenant. C'est terrible, c'est chaud. Ouais, les 2 mois qui nous sort sans McCollum et Nurkic, franchement, on avait de quoi transpirer. Moi, je dis, oh, putain, là, on va couler. Le mec, il nous tient pour 2 mois et il nous garde sur la période, là, sur les 2 mois, on est en positif, hein, je crois, on est en 15-11, une connerie comme ça. Enfin, il est exceptionnel, quoi. On serait tellement loin, comme tu le dis, sans lui. On se rend pas compte, je pense, de la chance qu'on a de l'avoir, très clairement. Et justement, on a pu compter sur Damien Lillard cette saison, mais il y en a un qui a malheureusement failli, à mon plus grand dame, hein, parce que je pense que je suis l'un de ses plus grands défenseurs, mais là, difficile de se faire son avocat, et c'est CJ McCollum, bien sûr. Et toi, Julien, tu lui donnes des avertissements, tu te tiens la tête même sur la visio. Vas-y, je sens que je sens que ça va être salé pour Monsieur McCollum. Non, moi, j'en peux plus, très clairement. Le duo McCollum-Lillard, faire quelque chose, je sais pas. Vous mettez ce que vous voulez au dos de McCollum, mais tradez-le, sans déconner. Alors ouais, donc il y a 30 millions. Ah voilà. Voilà la grosse connerie qu'on a faite en 2017, je crois. Après la saison qui termine MIP, non? C'est pas ça? Je sais pas si 2019, juste après quand on re-signe Lillard, en fait. il signe. Juste après les gros playoffs. Ah ouais, oh, putain, la vache. Bon, ouais, 30 millions, le mec a jamais été All-Star, ou file 30 millions à un mec qui a jamais été All-Star, donc ouais, pourquoi pas. C'est un concept, alors on peut me dire petit marché, tout, on n'a pas le choix, mais voilà, pour moi, c'est vraiment de la précipitation, quoi. Et, enfin, on voit bien que ça marche pas, et c'est pour ça que ça me fait peur, parce que je vois dans le choix du coach, on demande à Lillard, donc c'est normal, hein, c'est le leader, tu vois. Et s'il nous ramène un coach où le coach il pense que l'entente Lillard-McCollum c'est possible, non, c'est pas possible. On se fait ouvrir de partout en playoff, on se fait cibler comme jamais par des Rivers Campazzo. Non, pour moi, c'est plus possible. Mais est-ce que le coach aura son mot à dire là-dessus, tu crois? Comment ça, il aura son mot à dire sur. C'est-à-dire que si le front office il dit on n'a pas les moyens de. Parce que tu le dis, mais moi je reviens toujours là-dessus. Enfin, franchement, on est un petit marché. C'est Ouais, mais difficile de sacrifier une star pour ne rien recevoir. Je veux dire, si tu as un niveau moyen avec Lillard et McCollum, les dirigeants il y a un exemple parfait, c'est genre Indiana, quoi. On s'en contente. Alors, les fans sont frustrés, bien sûr, et les joueurs aussi. Quand tu as Lillard, il veut aller en finale NBA, il veut avoir une chance de remporter le titre. Mais est-ce que c'est dans une franchise comme Portland que tu peux y aspirer? C'est difficile aussi à conjuguer. Il y a d'autres intérêts qui font qu'il faut que tu aies un niveau minimal, il faut que tu assures des playoffs pour tes fans, même si tu ne vas pas forcément loin. C'est aussi ça le problème. Et puis, qu'est-ce que tu récupères en échange de McCollum? ah bah oui, là c'est sûr. Franchement, je sais pas ce qu'on récupère en échange d'un McCollum à 30 millions, ça, je te le dis. À moins de lâcher un Simon, soit un Little ou des pics à foison, je sais pas ce qu'on va récupérer. C'est pour ça. Donc là, on s'est tiré une balle dans le pied et je sais pas jusqu'à quand on va traîner ça, quoi. C'est terrible.
Parce on peut rien faire. Ça se trouve, on pourra même jamais casser ce duo-là. Alors que, oui, offensivement, c'est compatible, c'est clair, mais c'est horrible, quoi, défensivement. C'est pour ça. Alors, toute proportion gardée, mais tu peux comparer un peu avec Golden State. Tu vois. Curry, c'est Lillard, et le mec, Curry, il a trouvé son pendant parfait avec Klay Thompson, un défenseur qui met des shoots quand il a la balle en main, un top scorer, qui est un super défenseur. Donc oui, évidemment, les Klay Thompson, ça court pas les rues. Mais là, les deux se ressemblent trop. C'est trop tout pour l'attaque, et quasiment rien en défense. Donc c'est pas possible, quoi. Tu peux pas aller loin. Donc, même Lillard, là, il en a marre. Il veut jouer les finales, mais tu peux pas, quoi, avec ça. Et pour revenir peut-être sur la saison de McCollum, c'est d'autant plus décevant qu'il avait commencé en trombe. Il avait un tout petit peu, on en a parlé, sa sélection de tirs était un petit peu plus efficiente, avec plus de tirs à 3 points. Il y avait la réussite avec, donc forcément, ça a accentué ce fait-là. Mais est-ce que ce n'est pas d'autant plus frustrant? On a l'impression que avant sa blessure à la cheville, il était peut-être sur la forme de sa vie et qu'au final, il est revenu, il a tâtonné. On s'est dit qu'en playoff, justement, c'est un joueur qui a souvent su élever son niveau en playoff et avoir des bonnes performances. On mentionne forcément la demi-finale de conférence face à Denver. Et là, on n'a pas retrouvé ça, Enzo. Et c'est peut-être ça qui fait que définitivement, les fans veulent enterrer l'histoire McCollum. Alors, est-ce qu'elle sera enterrée dans les prochains mois? Ça, on se garde de le dire. Mais est-ce que ce n'est pas d'autant plus frustrant après le début de saison qu'il nous avait offert? Début de saison, si je dis pas de bêtises, il avait donné une interview ou une take où il nous disait que il avait eu un petit dilemme pendant l'été dernier où il hésitait entre s'entraîner pour améliorer sa réussite à 3 points ou sa défense. Il a dit avoir choisi le plus atteignable, à savoir la réussite à 3 points. Ça l'a emmené sur un chemin. En tout cas, le All-Star Game lui était ouvert. Il était clairement en lice pour y être, et on aurait eu enfin un nouvel All-Star à côté de Lillard. Pour quelle réussite, je sais pas, mais voilà, ça aurait pu changer des choses déjà. Et je sais pas, moi je sais que là, pour moi, ces playoffs là ont été un gros coup de massue parce que j'ai souvent été un défenseur du duo et je le pense encore un petit peu, mais il a pris un gros coup dans l'aile parce que là, j'ai toujours pensé que on pouvait avec ce duo. Il suffisait de trouver les bons joueurs autour et de trouver une complémentarité et un bon coaching finalement. Et on n'a jamais réussi à tous les aligner à part le moment où on les aligne un peu mieux. C'est les finales de conf de 2019, enfin le chemin jusqu'au final de conf, où on va quand même en finale de conf alors qu'on a, rappelons-le, Harkless et Aminou. C'est quand même terrible. Et là, on se retrouve avec, celui guard line-up est pas terrible, mais on se retrouve quand même avec Robert Covington, qui est un joueur sur le papier parfait pour nous, pour ce duo. On se retrouve avec Powell, qui reste un très bon attaquant et qui apporte de la diversité et de la défense. Sur le papier, on était censé être meilleur. Maintenant, on n'a pas réussi à avoir le coaching. Est-ce que, justement, pour moi, le choix du coach est déterminant parce que il va nous apporter de nouvelles perspectives. Je lui donnerai jusqu'à la deadline avant de faire de gros trades pour moi. Parce qu'on justement, on arrivera à voir quel joueur arrive à élever un peu mieux son niveau, etc. Imaginez, on a un CJ Leby qui devient incroyable et finalement un Nurkic qui ne fit pas avec le coach. C'est là qu'on peut faire les changements qu'il faut. Moi, je maintiendrais de quand même réessayer au moins un début d'année pour voir ce que ça donne avec un nouveau coach. Parce que, on l'a dit, Lillard a toujours été sous Stotts. Et c'est pareil pour CJ. Qu'est-ce qu'un nouveau coach, un nouveau système, un nouveau rôle peut lui apporter? Tout reste à voir. Est-ce qu'il aura lui-même une remise en question parce qu'il a vu, et même Dame, ça se trouve, est venu lui parler, est venu peut-être l'engueuler, on ne sait pas. Non, j'attends du changement. J'attends du changement avant de définitivement tirer un trait parce que, comme vous l'avez dit, quelle valeur il a sur le marché? Quelle valeur il a sur le marché avec son prix, son rôle, ce qu'il apporte et ses performances en soi. Il n'a jamais été All-Star, mais pourtant il est très cher. Il est uniquement porté sur l'attaque. Il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont de son calibre et qui sont meilleurs. Donc
j'ai l'impression qu'un trade, à moins d'un trade à 3 équipes avec Neil Olshey qui devient insensé, on y perdrait beaucoup. Et est-ce que c'est ce qu'on veut? Et je sais pas, mais pour l'instant, je suis très dubitatif sur un trade ou quelque chose dans le genre. On connaît bien là l'auteur de la chronique Young Blazers qui arrive dans un podcast pour revenir sur les playoffs à nous mentionner CJ Elebi. Tu es trop fort, Enzo. Donc voilà. My Ouais. pleasure. Et ben voilà, tu parlais un peu de cette transition. Ça fait un petit peu la transition. Tu parlais du futur, d'éventuels trades. Voilà, McCollum, bon, ce ne sera pas pour tout de suite. On verra à l'avenir. Mais justement, toi, tu donnes des avertissements à Youssouf Nurkic. Et pour éviter peut-être de se répéter parce qu'on disait avant, est-ce que je vais te faire rebondir sur ce qu'il a déclaré à la fin de la série, qui a un petit peu quand même surpris parce que c'était juste après la rencontre. Et il a déclaré, c'était notamment sur son avenir, qui n'est pas forcément, on le comprend ainsi, totalement garanti dans l'Oregon. En tout cas, il a dit qu'il faudrait un contexte idéal pour qu'il revienne. Alors, contexte idéal, qu'est-ce que ça veut dire? Bien malin à celui qui le sait. Il reste une année de contrat à Youssouf Nurkic, une année à hauteur de 13-14 millions. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de ces déclarations, Enzo? Moi, franchement, j'ai été un peu surpris que ça arrive surtout, pas forcément surpris de la déclaration en elle-même, que ça arrive si tôt, à chaud. Bon, voilà, on le dit, Nurkic est assez émotionnel. On peut encore le vérifier, même en conférence de presse. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé? Moi, justement, c'est surtout la décla qui m'a choqué. C'est surtout la décla qui m'a mis un coup parce que, bah, pour changer, moi, comme vous l'avez vu, je suis très conservateur et du coup, j'aime beaucoup Nurkic et j'aimais beaucoup son rôle avec Lillard. Et justement, quand il parle de conditions optimales, moi, tu as Lillard en tant que meneur. Il a toujours dit que Damian Lillard était la plus belle chose qui lui était arrivée dans sa carrière et maintenant, il est en train de le questionner. Donc moi, j'ai plus l'impression que par là, il mettait un tacle un peu maladroit pour le coaching, qui ne lui donnait pas d'importance, peut-être qu'il était frustré par les systèmes, par son rôle, par le fait, par changer. On l'a vu être énervé dans la série parce qu'il était chaud, mais que les minutes devaient coïncider avec Jokic. Du coup, il devait sortir et il était frustré. Je sais pas, mais j'avoue que ça m'a un peu chiffonné quand même parce que c'est pas. Est-ce que c'était à chaud, juste la frustration de la défaite et il a regretté après et en plus il s'est un peu trompé parce qu'il dit que son avenir n'est pas garanti à cause de son contrat, mais en fait si j'ai bien compris il l'est. Donc Ah, pour moi, son année est garantie. Donc, à moins oui voilà c'est ça en que fait. Rich Paul trouve une petite. Voilà. Est-ce que trouve une Rich Paul est faille, venu j'en par sais là rien, et il a chuchoté quelque chose à l'oreille et maintenant on va le voir aux Lakers, je sais pas, j'en sais rien, mais c'est. Ouais, ça m'a vraiment chiffonné. J'ai pas trop apprécié. C'est vraiment l'une des pires takes à prendre en sortie de cette saison. Toi aussi, ça t'a dérangé, Julien, cette sortie de Youssouf Nurkic? Ouais, bah c'est la définition même de rajouter de l'huile sur le feu, hein. On est en plein brasier, on sort d'une élimination, le mec il te sort ça. Bon après, on peut le comprendre, le mec il est frustré, il vient de se faire sortir encore une fois au premier tour. Bon bah voilà, le mec on lui tend un micro, on lui dit ouais, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Bon bah voilà, il s'excite un peu. Et ça peut arriver, vu le personnage, ça peut arriver quoi. Mais bah, moi je pense que oui, quand il dit je reviens si le contexte est idéal et pour l'instant ça ne l'est pas. Moi, je pense très clairement ouais, que c'est son rôle dans l'équipe parce que dans cette conférence-là, dans cette même interview, il dit que bah voilà, je fais des sacrifices, j'ai fait ce que le coaching m'a demandé de faire, j'ai intégré les mecs autour, je devais me mettre en retrait parce qu'on était vraiment porté sur l'extérieur. Donc moi, je pense que c'est vraiment sa place dans l'équipe et l'importance qu'il a dans l'équipe, notamment offensivement. Donc je sais pas du tout comment ça va faire. Parce que très clairement, McCollum, il est encore l'année prochaine, je pense, malgré, malgré mes envies. Powell, je sais pas. Neil Olshey veut le garder. Est-ce que Powell voudra revenir dans ce contexte-là, vu comment ça s'est fini? Peut-être, j'en sais rien. Donc là, c'est vraiment un flou total, quoi. Là, on est vraiment à tournant. C'est terrible. On sait pas du tout comment on va repartir. Donc même Lillard, hein, il dit ouais, je finirai ma carrière à Portland, je finirai ma carrière à Portland, mais et le mec, s'il voit que ça bouge pas, je serais pas étonné qu'il demande un truc, quoi.
How long should I stay dedicated? How long till opportunity meet preparation? I need some real nigga reparations. Or I run up in your bank just for recreation. Dedication, hard work, plus patience. To some more of my sacrifice, I'm done waiting. Told you that I wasn't playing. Et justement, tu fais bien de le dire, ça va bouger, ou en tout cas, bon, ça va bouger, pas forcément dans les grandes largeurs, mais en tout cas, va y avoir un changement à la rentrée, ça c'est sûr, puisque, voilà, vous le savez, si vous suivez bien vos Blazers, Terry Stotts ne sera plus là, alors pour le grand bonheur d'une grande majorité, on peut le dire, même nous compris. Voilà, 9 ans de bons et loyaux services, mais les dernières années ont été plutôt rudes. Portland avait besoin de changement, donc c'est fait. La franchise et donc Terry Stotts se sont mis d'accord d'un commun accord pour une séparation. Et donc, ça marque un peu la fin d'une ère, on peut le dire. Pour Terry Stotts qui est arrivé en même temps que Damian Lillard. Il y a eu plusieurs campagnes de playoffs, plusieurs belles campagnes de playoffs même. Mais voilà, on sentait l'équipe stagner depuis maintenant quelques années. Peut-être quelques années, c'est dur, mais en tout cas, depuis un bon moment. Est-ce que, je l'ai noté ainsi, est-ce que là, c'est un tournant des prochaines années des Blazers, sachant que Lillard entre dans la… Alors, mauvais élève, je ne sais plus l'âge qu'a notre GOAT, mais il a 31. Bientôt 31, ouais. Bientôt 31. Donc, il va entrer dans sa 31e. Forcément, on peut se dire qu'il entre dans les dernières années de son prime. On peut lui en donner 2, si on est optimiste, 3. Est-ce qu'on est à un tournant là du futur moyen terme des Blazers, Enzo? On en parlait en off et pour moi, c'est évident. Pour moi, c'est évident parce que là, justement, comme tu l'as dit, Lillard n'est pas complètement débile et il a fait le même calcul. Il s'est juste dit combien de temps il me reste et qu'est-ce que l'équipe peut m'apporter. Sachant que de base, là, on l'a vu, les Blazers, pour faire le moindre move, quand on voit qu'on commence à être pas bien, on est un peu frileux et on attend d'être encore plus bas pour faire un vrai move et faire quelque chose. Donc bon, je sais pas, est-ce que… Pour moi, c'est vraiment le choix du prochain coach qui va être déterminant sur l'avenir à moyen, court, long terme, n'importe, de Portland. Parce que tout pourrait changer. Tout pourrait changer et on pourrait très bien trouver un coach assez efficace qui, ne serait-ce que nous rendrait un peu plus sexy, un peu plus attirant et impliquerait plus nos joueurs, etc. Et je sais pas, tu vois, moi je pense, c'est assez utopique, mais je pense au gap qu'a fait Milwaukee en passant de Jason Kidd à Budenholzer. Ils sont passés directement premier de conf, premier de la ligue, si je dis pas de bêtises même. Et ont commencé à rouler sur la conférence, sont devenus sexy, ont attiré, alors que de base, on parle de Milwaukee. Donc, et Giannis est devenu 2 fois MVP sous Budenholzer. Donc, je sais pas, on peut aussi se retrouver avec un coach, justement comme Jason Kidd, qui lui nous ferait stagner. Et je sens d'ici venir que si c'est le cas, et ben Lillard a beau avoir dit tout ce qu'il a dit, il aurait complètement raison d'être frustré, de demander à partir, ou alors de laisser échapper des choses qui nous feraient pas bien plaisir. Et oui, là, ça va être un tournant, rien que le choix du coach. Donc c'est pour ça, allons-y petit à petit, changeons déjà le coach, ensuite on verra pour changer les cadres, etc. On y va doucement. Mais c'est compliqué parce que là, oui, comme tu l'as dit, le temps file à toute vitesse et on est toujours frileux, quoi. Et vivement les bons calls de notre cher Olshey. Jason Kidd, qui normalement ne devrait pas venir aux Blazers, qui a dit qu'il… C'est déjà ça. Voilà. Donc, on verra bien. Mais tu le disais, justement, le choix du coach est d'autant plus important que Neil Olshey, quelques jours après la série face aux Nuggets, s'est exprimé en conférence de presse et a dit que le futur coach devra faire avec un effectif qui, normalement, ne bougera pas ou très peu, en tout cas. Il devra en tout cas composer avec les armes que Terry Stotts avait déjà à sa disposition cette saison. Est-ce que Julien, là, le choix du coach, du coup, est encore plus important que si c'était quelqu'un qui pouvait arriver avec ses idées, avec ses joueurs. Bon, là, il arrivera avec ses idées, mais pas forcément adaptable avec les munitions qu'il aura à sa disposition. Du coup,
le choix du coach est d'autant plus important, Julien. Ouais, c'est sûr, t'as raison. Après, je sais pas si c'est une bonne pub de dire le prochain coach devra essayer de faire mieux avec ce qu'il y a là. Enfin, là, on voit bien les carences qu'il y a, on voit bien les failles qu'il y a. Je sais pas Peut-être avant de si. te laisser continuer, en tout cas, il ne ment pas sur le job qui aura à venir. Parce que c'est vrai que de toute manière, il y a très peu de possibilités de bouger malgré tout. Ouais, au moins, oui, on peut lui accorder ça, il ment pas. Mais bon, tu te dis petit marché et tout. Alors, donc déjà, tu as un petit marché, tu vois que tu as quand même un plafond qui a quand même un plafond de verre qui est pas très élevé. Et donc, tu dis au coach, ouais, bah, tu vas essayer de faire mieux avec ce qu'il y a là. Bref, je sais pas si t'attires un grand nom avec ça, quoi, en disant ça, quoi. Donc, ouais, ça me fait peur. Je sais pas comment ça va se terminer, cette histoire. Et ça me fait un peu penser. J'aurais mentionné 2 fois Indiana dans ce podcast. Je pense que ça n'arrivera plus jamais. Mais Indiana qui s'est séparé l'an dernier de Nate McMillan, qui a voulu essayer de changer un petit peu sa philosophie en prenant Nate Bjorgen, qui justement vient de se faire virer, qui est plus un coach qui, on va dire, qui venait des Raptors, qui essaye de développer les joueurs. Et on a vu que ça n'a pas forcément cliqué, pour d'autres raisons, parce que le vestiaire n'était pas forcément derrière lui et tout. Mais l'analogie peut être là. Le problème, si le coach a beau arriver avec des idées, si l'effectif ne change pas, s'il y a voilà, on l'a dit, il y a des carences qui sont béantes, notamment en défense, ça va être compliqué. Après, il y a des joueurs qu'on a pu vu sur cette fin de saison qui pourraient retrouver un rôle sous un autre coach. Je pense bien sûr à Derrick Jones Jr. Je pense peut-être à Nassir Little qui pourrait encore progresser et peut-être s'installer définitivement dans la rotation. Mais donc voilà, est-ce que peut-être on est… Comment dire ? Comment je vais formuler ça de la bonne manière ? Est-ce que ce qu'il faudra à Portland cette fois, peut-être pour essayer de voir un changement, et là, ce n'est pas forcément ce qu'on voit dans les noms des coachs mentionnés, c'est quelqu'un qui… Alors c'est un peu un terme peut-être galvaudé et vite dit comme ça, mais qui fait jouer ses équipes, dans le sens où il y a des systèmes plus ou moins élaborés, où beaucoup de joueurs de l'équipe touchent la balle et où il y a des systèmes beaucoup plus mis en place qu'on a pu vu depuis un moment. Est-ce que, en tout cas, c'est ce que vous souhaiteriez comme type de coach ou voilà, ou alors vous me dites peut-être des noms qui vous intéresseraient et qui seraient potentiellement disponibles sur le marché? Il y a des gros noms. Après, O'Shea a parlé de 40 possibilités, 40 candidats. Ça fait un peu beaucoup, C'était mais pas plutôt ouais. 25? C'était 40? Ah ouais? Ah ouais? Moi, ça se trouve, j'ai vu une mauvaise traduction, mais j'ai vu 40, du coup, j'ai eu très très peur. Mais ouais, voilà, pour moi, justement, c'est la différence que ça fait avec Indiana quand tu en parles. C'est qu'Indiana voulait trouver un coach un peu à la Nick Nurse et un coach qui justement entraîne ses joueurs et arrive à les porter parce qu'il reste jeune et que c'est un effectif jeune, etc. Là, justement, Olshey l'a bien précisé, il veut un coach qui a de la bouteille, qui a de l'expérience en playoff et qui a déjà des systèmes défensifs, une expérience défensive établie. Du coup, il veut du résultat tout de suite, il veut que ça clique, on n'a pas besoin de développement ou d'attendre ou que les idées prennent du temps, de la mise en place, aller chercher tel joueur ou tel joueur. Non, il faut du résultat maintenant, que ça clique et que ça réussisse. Et la tâche sera très compliquée, hein, mais justement, tout dépend de l'un des noms qui peut ressortir facilement, surtout avec ce qu'il a accompli, c'est Budenholzer. Après, à voir ce que fait Milwaukee et si du coup il sera conservé ou pas. Mais après, il y a d'autres petits noms en défensif, mais qui du coup ont moins de bouteilles, genre Dave Jorger ou autre. Et sinon, après, les noms, va falloir creuser un petit peu plus pour les avoir et voir si déjà ils sont intéressés par notre projet. Mais ouais, on est ric-rac, hein. Et voilà, messieurs, si vous n'avez rien à rajouter, on peut conclure cet épisode final qui a servi de gros bilan de la saison 2020-2021. Et on peut aussi tirer votre bilan. Messieurs, vous étiez nos rookies pour cette deuxième saison du Ripcast avec Romain également qu'on salue. Qu'est-ce que vous en avez pensé désormais que vous en êtes les acteurs? Est-ce que vous êtes fiers de votre première année de podcast sur le Ripcast? Enzo qui donne la main à Julien. Franchement, c'est une expérience incroyable. Par les Blazers avec Lilian en chef de file, c'est fantastique.
Ouais, je ne pouvais rien demander de mieux. Donc, non, c'est une très belle première année et j'espère qu'il y en a plus d'autres. Enzo, vas-y, mais essaye de pas me brosser dans le sens du poil, s'il te plaît. Attends, mais du coup, non, en vrai, c'est très très drôle. Mais non, moi, si je veux faire une réponse sérieuse, c'était un plaisir parce que moi, je monte en grade, rédacteur puis participant au Redcast. Et puis, comme il a dit, en vrai, je vais m'arrêter à parler Blazers, tout simplement. Mais en vrai, moi, je kiffe ma vie, donc voilà. Mais bon, en espérant que ça ait plu. Mais oui, en effet, avoir un présentateur tel que toi, Lilian, rend la vie plus belle. C'est clair. Voilà, mais vu que tu montes en grade chaque saison, l'année prochaine, c'est toi le rédacteur en chef du site et tu t'occupes du podcast. Voilà, c'était la grosse annonce. Hein. Et ben enchanté les gars. Et tu toucheras peut-être un billet pour ça, on ne sait pas. Oh génial, c'est pour moi. Non voilà, Oui, ne vous inquiétez pas, je serai là pour vous énerver avec mes qui est là pour le podcast de ce week-end avec mes conducteurs parfois faits à l'arrache, parfois bien faits des fois où je vous demande des fois du boulot. Donc voilà, je vous remercie. Mais en tout cas, cet épisode qui est le numéro 23 marque donc la fin de la saison 2 du Ripcast. Voilà, on a encore beaucoup de choses, je pense, à améliorer sur le podcast. Il y a par exemple le son qui était plutôt pas mal pour cet épisode. Donc voilà, mais on y travaillera en tout cas pour la saison prochaine. Et n'hésitez pas aussi à nous donner à nous dire ce que vous aimeriez entendre sur le podcast, les améliorations qu'on pourrait faire sur les différents épisodes, sur les angles qu'on peut prendre. Voilà, on est preneur de tout, donc n'hésitez pas à nous donner vos suggestions. Alors, on va peut-être pas se dire à la saison prochaine tout de suite parce que on fera certainement un épisode lorsque le nouveau coach sera venu. On essaiera de faire venir peut-être quelqu'un qui le connaît, qui sera bien placé pour en parler, justement. Et puis voilà, il y aura peut-être également des hors-séries qui se glisseront au fil de votre été. Mais voilà, en attendant, je vous remercie Enzo et Julien d'avoir été une fois de plus présents pour cet épisode. Et puis en attendant, je souhaite aux auditeurs de prenez soin de vous, enfilez vos plus beaux jerseys des Blazers sur la plage. Voilà, malgré la défaite, il faut afficher vos couleurs pour la Blazers Nation. Et en attendant, on se dit à très vite. Bye bye. Ciao. Salut.